Avec nous ce soir, Jean-Yves Duclos, député sortant et candidat du Parti libéral du Canada. Bonsoir, M. Duclos. Bonsoir, M. Filion, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, 62 milliards de dollars de déficit. Le directeur parlementaire du budget parlait de 48 milliards et 130 milliards de dépenses sur 4 ans. En quoi Mark Carney est vraiment différent de Justin Trudeau s'il dépense autant, peut-être même plus finalement? Bien, ce qui est très différent, évidemment, en 2025, c'est que la menace principale vient de la menace de M. Trump. Vous l'avez dit un peu plus tôt dans l'entrevue avec M. Berthold, il y a énormément d'incertitudes présentement, un risque de récession évident. Déjà, il y a un ralentissement dans les investissements des entreprises qui arrêtent même d'embaucher de nouveaux travailleurs. C'est un risque majeur. Heureusement, il y a aussi une opportunité qui est d'investir davantage dans nos infrastructures pour diversifier davantage nos marchés à l'échelle du pays et en dehors du Canada. Et c'est aussi l'opportunité d'investir davantage dans nos dépenses militaires et dans nos infrastructures en logement. Donc, plus de dépenses, vous appelez ça des investissements, mais c'est des dépenses parce qu'au bout du compte, c'est le même résultat. On a des déficits plus importants et une dette qui baisse moins rapidement. C'est du pareil au même avec ce qu'on avait déjà dans le gouvernement dans lequel vous étiez, celui de M. Trudeau, M. Duclos. Non, il y a deux choses très différentes. La première chose, c'est qu'on va dépenser moins en dépenses opérationnelles. Le déficit des dépenses opérationnelles va disparaître dans 3 ans et investir davantage en infrastructures. C'est quoi les dépenses opérationnelles? Ça veut dire quoi? Ce sont toutes les dépenses de programme. Au cours des 10 dernières années, ces dépenses de programme ont augmenté d'à peu près 9 par année, ce qui est beaucoup trop. Elles vont augmenter à un maximum de 1,5 au cours des 3 prochaines années. Si on ajoute les dépenses en transfert, leur augmentation à peu près de 7,3 au cours des 10 dernières années, à peu près au maximum de 2 au cours des 3 prochaines années. Donc, on voit un changement majeur dans le rythme d'augmentation des dépenses d'opération, mais une augmentation, oui, dans les investissements en infrastructure, en logement, en dépenses militaires et en d'autres dépenses d'infrastructure comme les corridors commerciaux. Si on coupe autant dans la croissance des dépenses de programme, on coupe dans quel programme? Soyez concret. Donnez-nous un exemple ou deux. Il va y avoir un examen renouvelé des dépenses opérationnelles du gouvernement canadien et ça va se passer parce que le plafond, comme je le disais, était de 1,5 Je comprends, mais donnez-nous un exemple ou deux de coupes que vous allez faire. Bien, premièrement, il y a le plafonnement de la fonction publique. Donc, au lieu d'augmenter en fonction de l'économie ou de la population, le nombre de fonctionnaires va être plafonné, ce qui est déjà, évidemment, une façon de réduire la taille de la fonction publique par rapport à l'économie totale. Il va aussi y avoir des rationnements au niveau davantage d'économies d'échelle, parfois en mettant des programmes ensemble, en laissant tomber certains programmes et en mais investissant... vous ne nous dites pas quel programme. Non, mais il va y en avoir et c'est pour ça que l'examen est déjà annoncé. Et avec le plafond de 1,5 c'est sûr qu'il va y avoir des économies qui vont devoir être faites. Est-ce qu'on coupe dans les transferts aux provinces? Non, on ne coupe pas parce que... On ne coupe pas, mais est-ce que vous n'augmenterez pas les transferts aux provinces? Par exemple, le Québec veut plus de transferts en santé. Allez-vous le faire? Il n'y aura pas d'augmentation hors celles qui sont mentionnées dans le plan de M. Carney qui a été rendu public il y a quelques jours à peine. Les promesses, les engagements déjà faits vont être respectés, y compris les investissements additionnels importants qui ont été faits en 2023 en santé mentale, en soins de longue durée et en soins à domicile. Ça, c'est prévu et c'est budgété et c'est planifié aussi par les provinces et les territoires, mais il n'y aura pas d'augmentation additionnelle autre que celles qui apparaissent dans le cadre financier. Vous identifiez 20 milliards de dollars de revenus qui viennent des contre-tarifs, mais vous n'identifiez pas les coûts économiques du ralentissement économique ou de la récession. Il y a beaucoup d'économistes qui parlent de récession en ce moment. Sur quoi se base votre cadre financier si vous ne vous préoccupez même pas du ralentissement de l'économie dans lequel nous sommes? C'est pour ça que le cadre, il est prudent. Et c'est pour ça, entre autres choses, pourquoi on ne met pas de revenus magiques, là, comme malheureusement, je le dis avec regret, les conservateurs mettent dans leur plan. On ne présume pas, comme ils le font, que notre économie va doubler sa croissance au cours des prochaines années pour
obtenir des revenus magiquement distribués au gouvernement canadien. On est très conscient de la situation très vulnérable dans laquelle se retrouve notre économie avec la menace du président Trump. C'est pour ça qu'on ne met pas de montant là, qui pourrait faire bien paraître les déficits. Vous ne prenez pas en compte le ralentissement de l'économie non plus dans votre cadre financier. Donc, le 62 milliards pourrait être beaucoup plus important si l'économie ralentit, si on est en récession. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il faut investir pour éviter le plus possible une récession qui, comme vous le suggérez, est le risque le plus important auquel on fait face. Quand arrive une récession, inévitablement, surviennent des déficits plus importants parce qu'il y a moins de revenus et plus de dépenses pour le gouvernement. Trevor Tombe, qui est un économiste réputé au Canada de l'Université de Calgary, que vous connaissez bien, de l'École de politique publique de l'Université de Calgary, juge que votre plateforme éloigne le Canada d'une stratégie fiscale crédible et durable avec le poids de la dette qui augmente à plus de 43 %. Dans le tableau qu'on montre présentement à l'écran, la ligne grise en haut, c'est l'évolution de la dette sans gain d'efficacité. Avec les gains d'efficacité que vous avez identifiés, c'est la ligne rouge. Mais avant votre plan fiscal, dans le fond, les lignes en bas, c'était la mise à jour économique de décembre ou le budget de 2024. Donc, vous allez vraiment, la situation de la dette va se détériorer avec les libéraux. Mais ce qui est grave, M. Filion, là, c'est que la situation économique, elle est déjà très vulnérable. On n'est pas, il y a un an, lorsque le président Trump n'était pas au pouvoir, les entrepreneurs et les travailleurs qui nous écoutent savent que la situation est grave et qu'il va falloir être là, y compris en utilisant, nous les libéraux, ce qu'on va faire, le 20 milliards pour aider les travailleurs et les entreprises à se tenir debout devant le président Trump. Si on capitule, la situation à plus long terme va être catastrophique pour le Canada et le Québec. On est menacé d'annexion économique. Il faut se tenir debout dans la situation dans laquelle on se retrouve. Le ratio que vous avez montré, que j'ai aperçu brièvement à l'écran, bon, il montre essentiellement une stabilité de la dette par rapport au PIB. Ce que ça ne montre pas, par contre, c'est le fait que la part du déficit par rapport au PIB, elle va diminuer rapidement au cours des 3 prochaines années et que la part des dépenses d'opération va aussi diminuer et que le déficit d'opération va aussi disparaître au cours des 3 prochaines années. Je comprends ce que vous dites, mais c'est parce que vous refaites la comptabilité là, en faisant un cadre d'opération puis un cadre d'investissement. On fonctionne depuis des décennies avec une façon de faire. Vous changez la façon de faire, puis vous nous dites « Ah, ça va être correct, on va arriver à l'équilibre budgétaire dans 3 ans. » Mais le graphique sur la dette montre très clairement que sous votre gouvernement, l'endettement va grandir et il va y avoir des dépenses supplémentaires. Donc, moi, j'essaie de comprendre en quoi c'est différent des 9 dernières années des libéraux qui n'ont jamais atteint d'ailleurs l'équilibre budgétaire? De 2 façons. La première chose, c'est que ça met en place plus de rigueur dans l'administration des fonds publics en focalisant davantage sur les dépenses d'opération dont il faut absolument diminuer significativement la croissance. Et la deuxième chose, c'est que ça fonctionne comme dans le secteur privé. Dans le secteur privé, nous avons la colonne des actifs et la colonne des passifs. Lorsqu'on investit dans les infrastructures, dans les équipements militaires, dans le logement, ça rentre dans la valeur des actifs que possèdent les entreprises. C'est la même chose pour le gouvernement canadien. Il faut reconnaître que certaines dépenses qui sont des investissements vont apporter des effets positifs à l'économie pour de très nombreuses années. Tout à l'heure, vous parliez du TGV. Ouais. Le TGV, en le construisant, il va être là pour 100 à 150 ans. Donc oui, c'est une dépense, mais c'est un investissement aussi pour le futur. OK. Très bien. Merci beaucoup, M. Duclos, d'avoir participé à l'émission ce soir, d'avoir répondu à nos questions. Il reste 6 jours donc de campagne pour la suite des choses. Merci et à la prochaine. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.